J'ai dit, Ali, je veux faire un premier combat dans 6 mois. Il m'a regardé en riant un petit peu. Mais il a dit, c'est pas grave, c'est ça que tu veux, on va le faire ensemble. Jusqu'au combat, je me souviens de ce combat comme si c'était hier, Ali. J'étais, entre le deuxième et le troisième round, j'étais brûlé, j'étais plus capable. Mais Ali m'a regardé, il m'a dit, t'es là, tu mérites ta place d'être ici, t'es capable. Et ce moment-là, pour moi, ça a été un moment voodoo. Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. Black Voodoo West, les rendez-vous du voodoo avec l'ultime homme de la situation. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'accueillir Ali Nestor dans la place. Ali, comment ça va, chef? Merci de l'invitation, très gentil, ça va bien. Ça me fait plaisir de t'avoir dans mon émission. C'est un moment spécial pour moi. Je suis égoïste, je me dis c'est mon moment voodoo. Une personne qui a énormément fait un impact dans ma vie, c'est Ali. Mais pour les auditeurs, Ali, qui est Ali Nestor? C'est quelqu'un qui a grandi à Montréal, précisément dans le quartier Saint-Michel. Ali Nestor est quelqu'un qui a été passionné d'arts martiaux depuis son jeune enfance. Et évidemment, mon rêve, c'était de devenir un spécialiste des arts martiaux. Mon idole était Bruce Lee. Je voulais devenir une espèce de Bruce Lee plus tard. Arriver à fonder mon propre style, à fonder ma propre école, ma propre philosophie. Et par la force des choses, par croyance, par acharnement, un jour j'ai réussi à créer ce qui était mon rêve d'enfance. On a vu l'ascension, effectivement. Ce que tu me racontes présentement, je le vois par ton parcours professionnel, ton parcours personnel. Mais je veux te poser la question, il y aurait plusieurs parcours que tu aurais pu prendre. Mais pourquoi les sports de combat? Pourquoi? Je me reconnaissais à travers les sports de combat. La première fois que j'ai vu un film de Bruce Lee à la télévision, c'est drôle à dire, je me suis vu à travers ces personnages-là. J'ai senti qu'il y avait une espèce d'appel, une espèce... Je me suis tout de suite reconnu à travers les sports de combat et curieusement, j'étais quand même jeune et je comprenais clairement qu'il y avait une voie pour moi à travers les sports de combat. Ouais. Est-ce que tu vois comme différence? C'est quoi la corrélation? Quelles sont les grandes différences entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes de ton temps? Les jeunes d'aujourd'hui, tous leur sont accessibles. Les jeunes de l'époque, les choses étaient moins accessibles. Il fallait beaucoup travailler. Moi, je suis un enfant d'immigrants. Nos parents sont arrivés ici. Mes parents ont connu ce que c'était que de repartir d'à zéro, je dirais même de moins que zéro. Mes parents avaient une situation quand même moyenne lorsqu'ils étaient en Haïti. Ma mère était commerçante, mon père était dans l'armée. Ouais. Ils ont décidé de fuir le régime duvalier. Ils sont arrivés ici. Mon père était plongeur à l'hôtel Hilton. Ma mère, elle a travaillé dans les manufactures. Donc, ils sont partis de moins que zéro. Ils ont travaillé fort. Le racisme dont on parle aujourd'hui n'a aucun rapport avec le racisme de voilà 30 ans. Ouais. Donc, nous autres, les enfants, les jeunes immigrants, on a connu tout ça, on a vu tout ça. Donc, pour moi, on avait l'acharnement en nous, parce qu'on a eu l'acharnement de nos parents pour arriver à quelque chose aujourd'hui. Si tu regardes en arrière et tu aurais quelque chose à dire à tes parents, le premier mot qui viendra à l'esprit, ce serait lequel? Moi, ce que j'ai beaucoup vécu avec ma mère, puis ce que je comprenais, ma mère me disait toujours de ne pas attendre de recevoir de personne. Et cette phrase m'est toujours restée dans la tête. J'ai jamais attendu qu'on vienne me donner nécessairement un coup de main pour faire avancer le programme d'entraînement, pour faire avancer le programme des Princes de la rue. Ce que j'aimerais aussi ramener un peu plus loin, c'est que tu es quelqu'un de fier. Lorsque je te regardais te battre sur le ring, j'ai jamais vu quelqu'un qui me donnait autant d'émotions parce que tu m'entraînais, tu étais un bon pédagogue, tu es comme un père de famille pour moi. La transition de excellent combattant vers coach, comment tu l'as vécu? C'est que, sans dire que dans l'âme je l'étais, mais enfant, je
je me voyais enseigner un jour. Tu sais, on peut décider de vouloir faire quelque chose aussi dans la vie, mais les gens autour de moi, les sensei, les maîtres que j'ai eus, me le faisaient comprendre aussi que je devais me diriger vers cette voie, donc m'encourageaient à aller vers la voie de l'enseignement. Quand tu regardes ici les jeunes qui s'entraînent, on les voit ici le sourire au visage, ils sont pas là parce qu'on les a forcés, ils sont là parce qu'ils ont le goût d'être ici. Exactement. Quand on regarde la vocation d'Ali, les princes de la rue, en quelques mots, qu'est-ce que ce serait pour toi? Tu aurais à vendre ça dans un ascenseur, tu as 30 secondes à me vendre l'idée Ali et les princes de la rue. Qu'est-ce que ça représente? Je suis pas un grand vendeur, mais les mots qui me passent dans la tête, c'est que Ali et les princes de la rue accueillent les gens, il est là pour épauler les gens, et Ali et les princes de la rue est là pour soutenir les gens. Qu'est-ce qui fait que les jeunes reviennent à chaque jour? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici dans le centre? Les jeunes et moins jeunes. Oui. On voit des jeunes et moins jeunes ici. Ces gens-là sont valorisés. Ils se sentent valorisés. Ils ont une fierté. Ils ont une fierté d'être ici. Ils sont fiers à chaque fois qu'ils rentrent ici. Je pense que c'est peut-être une des raisons qui fait que les gens reviennent. Ali a eu un accomplissement extraordinaire en 2017. Puis Ali, sans vendre la main, j'aimerais ça que tu parles de l'accomplissement qui est une des plus grandes fiertés ici à Montréal. En 2017? En 2017. Oui. Bon, ça fait plusieurs années que l'organisme œuvre et depuis des années, j'avais toujours eu un rêve. Jeune, j'ai vu Bruce Lee, j'ai eu quelque chose et j'avais eu l'audace, la prétention de penser qu'un jour, je voudrais fonder une école. Wow. Avoir un programme d'études adapté de façon différente et faire quelque chose de différent. Et un jour, je suis allé à Cuba pour un camp d'entraînement, pour me préparer pour un combat, et j'ai vu que cette forme d'éducation existait. Et j'ai dit, bon, OK, de fil en aiguille, avoir pu faire reconnaître la forme de programme déjà qui était ici, qui est un programme sport-études, mais pour jeunes en difficulté ou non, parce que les sports-études existent déjà, mais pas dans le milieu sport de combat. C'est tout nouveau, ça. On n'a jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça. Donc, les sports-études existent déjà, mais dans les sports normaux. Et un jeune qui a des difficultés d'apprentissage, un jeune qui a des difficultés au niveau comportement, ne peut pas intégrer un sport-études. Et pour moi, c'est incomprenable. C'est pas normal qu'on puisse dire à un jeune de rester des heures et des heures sur un banc d'école. De la même façon qu'il est impossible de dire à un adulte de rester des heures et des heures sur un bureau. Il a besoin de bouger. Donc, tu as raison. Si c'est impossible pour un adulte, qu'est-ce qui fait que ça devrait l'être pour un jeune? Donc j'ai monté mon programme tranquillement avec l'aide de plusieurs collaborateurs. Et jusqu'à 2016, on a commencé à travailler avec le ministère de l'Éducation. Et officiellement, cette année, on a été approuvé. Donc, on a eu notre permis. Donc, on a été la première école de cette forme à avoir un brevet d'enseignement au niveau des sports de combat. Donc, nos jeunes vont pouvoir finaliser leurs études, être diplômés officiellement des princes de la rue. Il y a un événement extraordinaire qui s'en vient le 23 août. Oui. Écoute, il faut que tu nous en parles. Qu'est-ce qui se passe le 23 août? Bon, bien sûr, c'est lié avec le fait qu'on a reçu notre permis d'enseignement. Oui. Et puis, donc, on fait un événement qui s'appelle 12 rounds d'espoir pour les princes. À ma grande surprise, les gens ont embarqué. Et là, je suis rendu à faire, au lieu de 12 rounds, je suis rendu à faire 15 rounds de boxe. OK. Donc, je vais faire 15 rounds de boxe avec 15 personnalités différentes, de différents milieux. Donc, il y a des politiciens, il y a des humoristes, il y a des acteurs. Donc, c'est des gens qui viennent de différents milieux, oui. différents styles. Exactement, oui. Est-ce que tu as des baraqués ou des vrais boxeurs qui vont venir se prendre contre toi?
La Je majorité... dis des vrais boxeurs, c'est pas vrai, je ne devrais pas dire ça, mais Des quand vrais même. athlètes, oui. Attention, j'en ai aussi qui ont compétitionné sur leur vie. Exemple Bruni Surin. Ah, qui est un oh, athlète ok. Qui sera probablement un des plus coriaces que je vais devoir affronter. Après ça, il ne vient même pas me voir à l'entraînement ici. Il se prépare tout seul de son côté. C'est bon, ça. Donc, En tout cas, c'est certain que je vais être là. C'est à la TOU. oui, On parle de exactement. combien? Ça coûte combien? Il va y avoir des billets à partir de 50 Ok, good. jusqu'à des tables, bien sûr, au niveau corporatif, qui vont coûter 2000 Ok. Mais à partir de 50 les gens vont pouvoir trouver des billets. J'en profite encore une fois pour te remercier d'avoir pris ce moment spécial. Pour moi, c'est un moment qui est plus que voodoo, c'est un moment qui est quasiment, je devrais dire, solennel. Charles Tagra qui inspire énormément de personnes, pas simplement moi, mais les jeunes qui sont ici, les plus vieux qui sont ici, qui viennent à chaque jour s'entraîner. Continue de nous inspirer. Continue d'être la personne que tu es. Oh! Ali Nestor, au rendez-vous du voodoo. Un homme de bien, un homme de respect, un homme de parole, quelqu'un que j'ai énormément de respect. Ali, merci d'avoir pris le temps avec nous. C'est un plaisir de passer un moment voodoo avec toi. Les rendez-vous du voodoo. One love, baby.